Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce cours intitulé Transformer discrète de Fourier. Mon nom est Soutinho Koufi Patrick et je suis enseignant-chercheur à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques du Bénin. La première chose dont on va parler de la notion du spectre d'un signal. On va définir le spectre d'un signal comme étant la représentation fréquentielle d'un signal. Donc, de façon générale, nous avons la représentation temporelle du signal. Ça veut dire quoi? On représente les valeurs du signal en fonction du temps. Mais il est possible de représenter justement ce même signal, non pas en fonction du temps, mais en fonction de la fréquence. C'est là que nous parlons du spectre du signal. Maintenant, lorsque nous avons la représentation temporelle, comme nous le manipulons tout le temps, S de t, et que nous voulons passer à son spectre, c'est-à-dire sa représentation fréquentielle, il n'y a qu'une seule opération qui nous permet de le faire, et bien, c'est la transformer de Fourier. Donc, tout au long de ce cours, on va essayer de voir comment on applique la transformée de Fourier pour des signaux numériques. Alors, les signaux numériques ont également des spectres comme les signaux analogiques qu'on a toujours manipulés. Et cette fois-ci, pour obtenir le spectre des signaux numériques, on se base sur non pas la transformée de Fourier, mais une de ces variantes qui n'est rien d'autre que la transformée discrète de Fourier. Donc, comme l'illustre cette petite représentation, nous avons un signal x de n avec ses différents échantillons. En tout, nous avons n échantillons ici, puisque là, nous allons de 0 à n-1. Donc, ça nous fait en tout n échantillons. Lorsque nous appliquons la transformée discrète de Fourier, on obtient également un spectre qui sera comment? Qui sera un spectre discret. Donc, on a grand X de K et nous avons les différents échantillons qui sont là. Donc, ça, c'est la représentation temporelle. Ça, c'est la représentation fréquentielle. La seule différence, c'est que ici, derrière le n, comme nous le savons déjà très bien, pour avoir le vrai t qui est là, on va faire le n fois te. De la même manière, ici, derrière chaque k qui se trouve ici, pour avoir la vraie fréquence, on va faire k multiplié par le pas fréquentiel dont on va parler un peu plus tard. Sachant que le te n'est que le pas temporel, qu'on a toujours appelé TH, la période d'échantillonnage. Cela dit, pour caractériser un peu un signal numérique et son spectre, on va dire quoi? Si j'ai un signal X de n qui contient grand N échantillons, donc un certain nombre d'échantillons et grand N, comme c'est le cas ici, lorsqu'on va faire la transformée discrète de Fourier, le spectre également va contenir combien d'échantillons? Grand N échantillons. Donc, autant d'échantillons pour le signal discret temporel, autant d'échantillons nous avons lorsque nous déterminons son spectre. Maintenant, lorsque je prends mon signal dans le domaine temporel, le pas temporel sera appelé la période d'échantillonnage, qui n'est rien d'autre que TE. Alors, puisque nous avons un échantillon, eh bien, le temps que va occuper tout notre signal, puisque le dernier échantillon a n-1, tout ce temps-là sera posé égal à T, qui est égal à n-1 fois TE. Donc, le temps, si on devait graduer en temps ici, ce temps-là, T, correspond à n-1 fois TE. Ça, tout le monde est au courant déjà. La troisième remarque que nous voudrions faire, c'est quoi? C'est que puisque ici, le pas temporel, c'est TE, et l'ensemble de tous ces échantillons-là s'étale sur un temps de n-1 fois TE, il faut retenir que quand nous passons au spectre, le pas fréquentiel ici va faire quoi? L'inverse de tout le temps pris par l'ensemble des échantillons. N'oubliez pas que le temps pris par l'ensemble de tous les échantillons n'est rien d'autre que n-1 fois TE. Donc, le pas fréquentiel ici, la fréquence qui sépare deux échantillons du spectre ici serait égale à quoi? Comme on l'a marqué ici, 1 sur t, qui n'est rien donc que quoi? 1 divisé par n-1 fois te. n-1 fois te étant tout le temps occupé par les échantillons dans le domaine temporel. Donc, en somme, le pas fréquentiel fait l'inverse de tout le temps occupé par l'ensemble des échantillons. Alors, si le pas fréquentiel est égal à 1 sur n-1 te, eh bien, tout l'espace fréquentiel qu'il y a ici sera donc quoi? N-1. Donc, si on doit marquer la fréquence, le F qui correspond à cet échantillon, ça nous fera quoi? N-1 multiplié par le pas fréquentiel. Alors, si on revient ici, N-1 multiplié par le pas fréquentiel qui faisait 1 sur T, 1 sur N-1 TE, va nous faire donc quoi? 1 sur TE parce que les N-1 vont se simplifier. L'inverse de la période d'échantillonnage nous donne donc la fréquence d'échantillonnage. Donc, en un mot,
Ce spectre-là va s'étaler sur FE, qui n'est rien d'autre que la fréquence d'échantillonnage. Retenons. Donc, dans le spectre, le pas fréquentiel fait l'inverse de tout le temps occupé par l'ensemble des échantillons dans le domaine temporel, et l'ensemble de tous les échantillons dans le spectre vont occuper un espace fréquentiel égal à FE, FE étant la fréquence d'échantillon. La bonne question est de savoir, lorsque j'ai X de n avec ces échantillons, comment je peux déterminer les échantillons de X de K? Là, on se base sur le modèle mathématique qui permet de faire la transformée discrète de Fourier. Donc, quand je cherche un échantillon grand X de K quelconque au niveau de mon spectre, ça me fait quoi? Sommation des n allant de moins l'infini, non, de 0 jusqu'à n-1, de X de n multiplié par exponentielle de moins j de pi k. Ce k-là n'est rien d'autre que le k de l'échantillon qu'on est en train de rechercher. N n'est rien d'autre que quoi? La variable qui nous permet de faire la sommation. Et grand N est le nombre d'échantillons que nous avons au niveau de notre X de N dont on cherche la transformée de Fourier. Dans notre cas ici, le grand N sera égal à grand N puisque nous avons N-1 ici et ça part de 0. Donc, on a en tout et pour tout N échantillons, grand N échantillons. Donc, ici, c'est le nombre d'échantillons que nous avons. Et là, maintenant, puisqu'on avait dit X, grand X de K, aura autant d'échantillons que X de N, on va voir que le K, comme c'était le cas de X, de n, pardon, ce cas-là ira de 0 jusqu'à n-1. Donc, on va chercher grand X de 0, grand X de 1, grand X de 2, jusqu'à grand X de grand n-1. Et comme ça, on détermine échantillon par échantillon quoi les différentes valeurs de notre spectre pour chaque cas. De la même manière, autant on quitte X de n pour aller à X de K par la transformée discrète de Fourier, on peut quitter grand X de K, le spectre, pour retourner à la représentation temporelle en nous basant sur la transformée discrète de Fourier inverse. Le modèle, il est là. Ça veut dire que notre X de n, désormais, sera fonction de quoi? 1 sur grand n étant le nombre d'échantillons, sommation des K allant de 0 à grand n-1, grand n étant toujours le nombre d'échantillons, grand X de K, qui est le spectre, exponentielle de J, le moins disparaît de 2 pi K petit n, le n étant quoi? Étant le n du X de n, divisé par grand N, qui n'est rien d'autre que quoi? Qui n'est rien d'autre que le nombre d'échantillons. Naturellement, comme on détermine échantillon par échantillon, on va chercher d'abord X de 0, X de 1, X de 2, jusqu'à aller à X de grand N moins 1. Voilà les deux modèles. Et comme on le dit souvent, un exemple vaut mieux que 1000 explications. On va donc prendre un cas concret où on va essayer de déterminer son spectre et on prend ce spectre-là maintenant, on va appliquer la transformée inverse pour voir si nous retrouvons le signal d'origine qui nous avait été. Donc, pour cela, on prend ce signal, constitué tout juste de deux échantillons. Premier échantillon à n égale à 0, qui vaut 2, et un deuxième échantillon à n égale à 1, qui vaut 1. Alors, nous rappelons ici le modèle qui nous permet de faire la transformée discrète de Fourier. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, c'est que nous, le nombre d'échantillons qu'on a ici, c'est égal à 2. Donc, ça veut dire que grand N égale à 2. Donc, dans notre expression, on a déjà changé le grand N égale à 2 et 2 moins 1 nous donne 1, comme vous le remarquez ici. De la même manière, on aurait dû mettre, mais pour l'équation suivante, on va le mettre. Ce N-là, on doit remplacer ça par 2. Et puisque N égale à 2, N moins 1 nous donne 1, donc les K iront de 0 à 1. Donc, comme je le disais tantôt, le grand N égale à 2, ici, vous allez constater que nous avons 2. La sommation, je vais chercher grand X de 0. Donc, ça veut dire que le K égale à 0 dans cette expression. Donc, grand X de 0, ça va me faire la sommation des N allant de 0 à 1 de X de N, puisque le N, la variable, exponentielle de moins J de pi. K étant égal à 0, on met 0 ici, N divisé par 2, 2 étant le nombre d'échantillons. Alors, si j'ai 0 ici, tout ça vaut 0. Donc, ça revient à la sommation des n allant de 0 à 1 de x de n fois exponentielle de 0 qui est égal à 1. Ce qui me donne sommation de x de n tout simplement fois 1, ce qui me donne sommation de 0 à 1 de x de n. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons donc appliquer ça. X de 0 plus x de 1. Or, x de 0 égale à 2, donc je mets 2 ici. X de 1 est égal à 1, je mets le 1 ici. Tout ça est égal à 3. Ça veut dire que le premier échantillon de notre spectre est égal à 3. Grand X de 0 égale à 3. On va faire la même chose pour grand X de
On rappelle à nouveau le modèle. On remplace tout simplement le grand N par 2, ce qui nous a permis d'obtenir 1 ici. Mais ici, on n'a toujours pas mis à jour, mais le grand N est égal à 2, donc 2 moins 1, ça nous donne 1. Grand X de 1, ça veut dire que le K sera changé en 1, donc on retrouve 1 ici. Le grand N est devenu 2, on réécrit l'équation, OK? Et on dit que ça, c'est donc égal à quoi? C'est égal à la sommation des n allant de 0 à 1, de x de n, exponentielle de moins j de pi n sur 2. Les deux vont se simplifier, du coup, ça devient exponentielle de moins j pi n. C'est ça que nous avons dit. Alors, qu'est-ce que nous faisons maintenant? On va essayer de développer ça. Alors, on va remplacer par 0 d'abord, ce qui nous fait x de 0, exponentielle de 0, comme nous l'avons ici, plus maintenant x de 1, exponentielle de moins j pi. C'est ça que nous avons ici. Alors, ceci, expo de 0 nous donne 1, donc tout cela me donne x de 0. Ceci, ça me fait x de 1, et on va développer exponentielle de moins j pi, qui nous donne quoi? Cosinus pi moins j sinus pi. Or, sinus pi égale à 0, cosinus pi égale à moins 1. Cela nous donne finalement que quoi? X de 0 est égal à 2, x de 1, x de 0 égale à 2, x de 1 égale à 1. Donc, on met notre 1 ici, et on ouvre la parenthèse. Cosinus de pi est égal à moins 1, sinus pi est égal à 0. Donc, tout ça là me donne 0, ça donne moins 1. Donc, ça nous donne finalement 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc, on retient que grand x de 1 est égal à 1. On vient donc de déterminer les deux échantillons de notre spectre. Parce que, ce qu'ils vous souviennent, autant d'échantillons jettent dans le domaine temporel, autant d'échantillons jettent dans le domaine fréquentiel. Donc, si tout ça est OK, on peut donc représenter le grand X de K. On a dit grand X de 0 égale à 3, donc on prend son échantillon. Grand X de 1 est égal à 1, on prend son échantillon. Et on a désormais notre spectre qui est en face de quoi? Qui est en face de la représentation temporelle. Dès que nous aurons TE, nous savons comment déterminer le pas fréquentiel. On avait dit quoi? Si ceci est égal à T, 0 fois TE, 1 fois TE, donc ici, nous avons TE en tout. Cela veut dire que le pas fréquentiel ici fera 1 sur TE, ce qui nous donne tout simplement FE. Et naturellement, le premier échantillon, qui est le dernier ici, ne sera donc qu'en FE, comme on l'avait dit au niveau de la définition. Alors, si ça c'est OK, on va tester l'expression de la transformée inverse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer la transformée inverse à ce grand X de K qu'on a trouvé pour voir si nous retombons sur ce X de N là. Allez, Ansel, on va y aller. On prend ce grand X de K, on va essayer d'appliquer l'expression de la transformée inverse, donc qui nous dit que notre X de N est obtenu par cette expression-ci. Alors, on continue. On sait que nous, dans notre cas, le nombre d'échantillons est égal à 2, donc on remplace par 2 ici. 2 moins 1, ça fait 1. Grand X de K exponentielle de 2 pi Kn sur 2, puisque notre grand N égale à 2. Et finalement, on cherche les N pour les N allant jusqu'à 1, puisque N moins 1 nous donnera 1 dans notre cas. Alors, on va y aller, on va chercher X de 0. X de 0 va nous faire donc 1 demi. Les sommations des cas allant de 0 à 1. On va remplacer le N par 0. Donc, tout ça là va me donner 0. Donc, ça me fait 1 demi de la sommation des cas allant de 0 à 1 de grand X de K exponentielle de 0. Exponentielle de 0 donnant 1, ça nous fait donc quoi? 1 demi de la sommation des cas allant de 0 à 1 de grand X de K, qui sera donc égal à quoi? 1 demi de 1 parenthèse. Grand X de 0 plus grand X de 1. Alors, grand X de 0 est égal à 3, grand X de 1 est égal à 1. Ça veut dire que ça nous fait 1 demi de 3 plus 1, ce qui fait 4 sur 2, ce qui est égal à 2. Ça veut dire que le X de 0 donne 2. Essayons de chercher le X de 1. On rappelle à nouveau le modèle de la transformée inverse en remplaçant déjà nos grands N par 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer notre N par 1 dans cette expression. Donc, on réécrit la même chose en remplaçant N égale à 1. On continue toujours, ce qui nous fait 1 demi des sommations des K allant de 0 à 1 de grand X de K exponentielle, les deux s'en vont, de J pi K. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va développer. Ça nous fait 1 demi de grand X de 0 exponentielle de 0 plus grand X de 1 exponentielle de J pi, puisque le K sera égal à 1. On est d'accord avec ça? Exponentielle de 0 donne 1, donc ça nous fait grand X de 0 plus maintenant grand X de 1 facteur.
de cosinus pi plus j sinus pi. Cosinus pi égale à -1, sinus pi égale à 0. Donc, tout ça là nous donne -1. Or, grand X de 1 est égal à 1. Donc, tout ça là nous donne -1. Grand X de 0 est égal à 3. Donc, on met le 3 ici. 1 demi. Donc, ça nous fait tout simplement 1 demi, facteur de 3 moins 1. Donc, ça fait 2 sur 2, ce qui nous donne notre grand X de 1 est égal à 1. Alors, ça veut dire quoi? Si on prend notre grand X de k et nous appliquons la transformée inverse, nous trouvons ce X de n qui dit que grand X de petit X de 0 égale à 2, petit X de k égale à 1. Et si nous retournons en arrière, nous allons constater tout simplement que c'est bel et bien le signal d'origine auquel nous avions appliqué la transformée de Fourier pour obtenir ce grand X de k. Donc, pour résumer, nous constatons que les modèles que nous avons vus pour la transformée de Fourier et son inverse nous permettent de faire parfaitement des opérations réciproques. On va se laisser sur une petite évaluation formative où on se donne un signal, on nous demande de faire la transformée de Fourier, pardon, de ce signal-là pour obtenir son spectre. Donc, vous déterminez le grand X de K. On va faire comme tout à l'heure. On va prendre ce grand X de K, appliquer la transformée inverse pour voir si nous retrouvons exactement notre X de L. Donc, bon travail à chacun et à tous. Et on se dit rendez-vous à la séquence prochaine où on va corriger notre évaluation formative. À bientôt.